Bonjour Romain, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle chez AFS? Bonjour, moi je m'appelle Romain Lhuillier. Je travaille chez AFS depuis environ, enfin un petit peu plus d'un an, et je gère toute la partie relations clients sur le site internet, les personnes qui viendront aussi sur place ici à l'usine, ainsi que le service après-vente, donc toute la partie SAV de chez AFS, quoi. Quels sont les foils de la gamme AFS qui permettent de sauter? Le meilleur foil AFS pour sauter, ça va être la gamme pure. Hmm. Donc le Pure 700 et le Pure 900, pas les Pure HA qui ne sont pas spécifiquement faits pour ça. Après, il est possible de sauter avec l'Enduro 700 et l'Enduro 900. Ce que nous, on va toujours recommander, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs manières de sauter, mais surtout d'atterrir. Ce qui va vraiment contraindre un foil, c'est sur la partie décollage. Donc, quand on va prendre l'appui un peu puissant pour faire le décollage, là, bah, ça contraint, on va dire, les ailes qui ont un aspect ratio qui sont importants. Donc, évidemment, plus il est important, moins ça va être conseillé de sauter, même si structurellement c'est solide. Après, il y a la manière d'atterrir aussi. Quand on atterrit vraiment à plat et de manière à recontraindre le foil une deuxième fois à l'atterrissage, là, il peut y avoir des produits qui prennent un petit peu, voilà, un petit peu d'âge un peu rapidement, on va dire, sur ce genre de saut, quoi. Ouais, Après, on peut sauter avec le petit Evo, là, le 950, ça, il n'y a pas de d'accord. souci. Enduro 700, pareil, aucun problème. 900, on commence à atteindre, on va dire, les limites, mais ça le fait sur des petits sauts. D'accord. Après, le reste, en haut aspiratio, moi, personnellement, je conseille pas forcément de sauter, parce que déjà, ça sera dans des plages de vent qui sont faibles, donc il n'y a pas de raison de sauter particulièrement à ce moment-là. Après, de là à vous dire, structurellement, c'est solide, il n'y a pas de souci, vous pouvez sauter quasiment avec n'importe quoi. Les pros chez vous, la team pro, ils utilisent quoi comme foil? Chez nous, les deux utilisent, donc Alan et Axel utilisent le Pure 700. Le Pure D'accord. 700 ou des prototypes plus petits. On va voir si on essaye de sortir pour Axel justement un Pure 600. Ça, c'est c'est dans les petits papiers à venir très prochainement. On a déjà bien bossé dessus, on a quelques protos. Mais globalement, c'est le Pure, quoi. Le Pure pour sauter. De toute façon, c'est celui qui a le meilleur pop, donc qui D'accord. va accélérer le plus vite pour justement amorcer ton saut, et le meilleur repop. Donc là, ce qu'ils ont besoin, eux, c'est à l'atterrissage. Comme ils font un saut et qu'après ils enchaînent par un 3-6 ou un autre truc, le Hmm. meilleur repop, donc réatterrir, c'est le camber qu'on a en dessous du pur qui va vraiment apporter ça. Donc de pouvoir remonter direct et réenchaîner un autre saut, quoi, et sans perdre trop de vitesse. D'accord. Et au niveau des planches, du coup, est-ce qu'il y a des planches recommandées pour les sauts? Pareil, ça va se jouer sur la construction. Donc moi, je recommande effectivement d'avoir la construction la plus solide possible. Ça va être bah, justement la gamme Pro. La gamme Fire va le faire aussi, la Fire V2 sans trop de problèmes. La Fly aussi, sauter plutôt pas mal. Après, c'est pareil sur le repop, c'est un peu moins facile de sauter avec une Fly au final. Ouais. Ce que je vais assez peu recommander, et ce qui encore une fois est complètement allié avec les foils, c'est les planches qui sont destinées justement à ces foils au aspiratio. Les planches de downwind, les planches mid-length non plus théoriquement sont pas spécialement faites pour des sauts, mais surtout les D'accord. planches de downwind, je n'y vois absolument aucune utilité. Ouais, ça Mais c'est sûr. il y a quand même des gens qui sont avec, donc c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien rappeler que c'est pas du tout prévu pour. En fait, on utilise des pains de mousse où les poids sont répartis complètement différemment. D'accord. Donc, on utilise un pain de mousse qui est fait juste pour le pumping, pour la partie voilà, monter dessus et voilà, utiliser tranquillement. On l'utilise, enfin, nous, dans la prévoyance de la chose, on ne conseille absolument pas de sauter puisque les pains de mousse sont vraiment plus légers dans les planches de Darwin, quoi. Donc, D'accord. oui, c'est plus fragile, on va dire, quoi. Ah oui. Alors maintenant, on va évoquer le dog start. C'est une pratique Ouais. qui commence à exploser un peu, surtout en été, je pense. Ou quand on part se promener dans les zones un peu chaudes, ça fait du bien pour se rafraîchir, ouais. Quel setup tu recommanderais pour débuter le dog start? Chez nous, du coup, pour débuter, il va y avoir la skate. Donc ça va être le produit un petit peu pour débuter parce qu'on est sur une planche qui est pas trop chère. On est autour des 569 euros, je crois. D'accord. Et après, il faudra donc une aile avant qui est assez importante. On va chercher dans les grandes tailles, mais pas forcément dans les hauts aspirations quand on débute.
Pourquoi? Parce que ça va être juste de lancer la planche et de faire les premiers mètres et peut-être deux, trois coups de pumping sur la partie débutant. Donc là, je vais conseiller peut-être soit le Flyer 1800, soit le Evo 1650 pour débuter avec le plus gros stab qu'on peut, donc le 245 Cruiser. D'accord. Il y aura aussi un petit peu à jouer sur la longueur du mât. Donc Mhm. le mât, souvent, ça va être 80 centimètres. Ça, c'est la grosse moyenne dans le Dockstart. Donc, si vous achetez un mètre 80, vous savez que vous n'aurez jamais besoin de le changer normalement. Ouais. Après, il y a une subtilité, les gens appellent les pontons hauts, Ouais. où là, certains vont avoir besoin d'un 85 parce que le ponton est un peu trop haut et du coup, on peut naviguer depuis un 85. Ou par exemple, quand on saute sur la planche, par exemple, on voit pas mal ça là, sur les vidéos en ce moment, de lâcher le foil et de sauter sur la planche après. Ouais. Là, ça peut être pareil, 85 qui peut être intéressant, j'imagine, pour ce genre de pratique, quoi. Et au niveau des mâts, du coup, tu conseillerais quel mât, toi, pour le dog start? Après, moi, ce que j'aime bien conseiller, de toute façon, c'est un sport où soit quand on va être très pro, on va commencer à chercher la vitesse, mais globalement, on n'est pas sur des vitesses faramineuses. Donc, un HR 80 est largement capable de faire le boulot pour le dog start, hein. Il est largement assez rigide. Après, évidemment, chez nous, il y a les 3 mâts. Les 3 mâts existent en 80. Si on veut commencer à faire un peu de course et des trucs comme ça autour des bouées ou aller essayer de taper des records de vitesse, bah oui, là, Ouais. le UHM 80 sera évidemment plus propice. Ouais. Mais si on veut limiter un peu son budget, sachant que les premières fois, on est quand même capable de se planter un petit peu dans le ponton ou un truc comme ça, Hmm. je prendrais vraiment le setup le moins cher possible, donc HR D'accord. 80, Flyer 1008, des choses comme ça, pour limiter un peu le budget. Et après, quand on sait qu'on va réussir à s'éloigner du ponton, là, on peut commencer à investir sur l'Enduro 1006, des trucs comme ça, pour avoir du glide éternel, quoi. D'accord. L'Enduro 1600 GLT, tu le conseillerais plutôt à débutants un peu débrouillés, peut-être, ou Oui, intermédiaires? voilà, ouais. En vrai, on peut apprendre dessus, mais c'est ce que j'ai expliqué à un client une nouvelle fois. C'est un foil avec une envergure qui est énorme. Oui. Si t'es pas parti du ponton, bah, il y a des grandes chances qu'il vienne toucher. Le problème, c'est que c'est des aspirations qui sont donc hyper importants. Donc le foil est assez fin. Hmm. Il va moins accepter un choc qu'un foil qui va être épais. Donc malheureusement, ouais, je conseille quand même de garder un foil bien épais quand on débute. Et après, une fois on sait faire quelques mètres, ouais, là, on peut passer sur l'enduro 1600. D'accord. Intéressant. Et alors, j'ai vu qu'il y avait deux planches de dog start actuellement. Il y avait la Skate et la FS Dog Star. Quelles sont les différences entre ces deux planches? Donc déjà, il y a deux systèmes de fabrication qui vont être vraiment différents. En gros, la skate, c'est des planches qu'on fait importer, donc c'est des planches qui sont fabriquées en Tunisie. Ouais. Quand la nouvelle Dogstar, c'est des fabrications maison, donc à Pincran en France. C'est une planche que nous, on va faire à partir de l'étude qu'on a fait sur le pressage des foils. Donc on Mhm. utilise un peu les mêmes procédés de fabrication. Donc on utilise pareil le carbone un peu plus léger possible. Donc la planche va être un peu plus légère et un peu plus en construction bien béton. Là, on a mis l'accent encore une nouvelle fois, c'est sur la partie où quand elle va s'approcher un peu trop du ponton, on a été la mettre vraiment bien solide pour qu'elle prenne pas ce petit poc en trop qui nécessite une réparation. Donc on a essayé de la faire vraiment la plus solide possible. Donc c'est carbone bien concentré, bien tassé. Donc pareil, on en a pas mal sur les bords justement pour éviter ce genre de petits pépins. La Skate, elle est en quelle construction? Elle est en carbone aussi ou? Ouais, c'est carbone et époxy, quoi, comme les constructions Fire, etc. D'accord. Mais voilà, la Dagstar est full, quoi. Full carbone, D'accord, ok. et après juste les renforts en plus à l'intérieur de mousse. Alors là, on va parler de l'assiette et des comportements des foils. Pour toi, quel foil serait plus nose up, nose down ou neutre dans la gamme AFS? Du coup, chez nous, ça va revenir sur le nose up. Je dirais que les purs, que ce soit le 700, le 900, même pareil 800, 1100 et le 560, c'est des foils où on va avoir un besoin justement d'avoir de l'appui sur la jambe avant parce qu'on a envie de le faire accélérer. Donc celui-là va avoir une petite tendance souvent, ou au moins à être placé pour qu'il soit nose up, pour son apport de puissance, pouvoir le réguler avec justement la flexion sur la jambe avant.
Donc, par exemple, ceux-là vont être un petit peu nose up, on va dire naturellement, sont puissants. Là où, par exemple, l'enduro va être plus nose down. En gros, l'enduro, comme il a un aspect ratio qui est assez élevé, Mhm. on a voulu justement qu'il soit naturellement un peu nose down. C'est pour que dans les vagues, quand on prend un glide, qu'il soit capable d'accélérer, d'accélérer, d'accélérer sans se faire sortir. Comme ça reste un foil puissant parce que c'est un aspect ratio élevé. Voilà, on voulait qu'il se fasse pas sortir trop vite, donc on l'a mis un petit peu nose down, un peu naturellement, justement pour pas qu'il se fasse chasser trop vite. Ce qui marche plutôt bien. Alors c'est sûr quand on navigue avec des planches à plat, ça peut faire un petit peu bizarre. Donc il y a certaines personnes qui vont le caler. Moi, c'est pas mon cas. J'arrive à m'habituer au fait. Voilà, je sais qu'il est nose down. Soit je réajuste un petit peu sur la platine, mais effectivement, celui-là est nose down. Après, tout ce qui est flyer, Evo, etc. Là, on s'embête pas. C'est les foils pour débutants intermédiaires, donc on reste neutre. Est-ce que tu dirais que l'assiette du foil peut avoir une incidence sur sa maniabilité, par exemple? Oui, je pense que sur l'enduro, justement, le fait que ce soit nose down, ça va. Quand on prend une vague, on va tout de suite essayer d'aller chercher à avoir le nose le moins haut possible. Ouais. Quand c'est de manière naturelle, je trouve ça hyper intéressant parce que on se dit, voilà, on peut commencer à se concentrer sur le carving seulement. Mhm. Euh, Là où si ton foil est trop poussif, tu dois te concentrer sur le fait qu'il faut faire redescendre justement la planche, plus le carving, ça fait deux choses à penser. Je pense que naturellement, c'est intéressant qu'il pique un peu tout seul. Comme ça, tu peux vraiment te concentrer que sur le virage, quoi. Certains stabilisateurs peuvent-ils modifier l'assiette du foil par exemple, est-ce qu'on peut redonner du pied avant en changeant de stab sur un setup donné? Ouais, concrètement, là, moi, je viens de naviguer, par exemple, avec le UG41, donc le nouveau stab de chez nous. Mhm. Euh, il est fin, il est très très fin, il a une corde qui est très très faible. Évidemment, ça a une incidence. Réglé exactement au même endroit que d'habitude, j'avais ma planche qui tombait un petit peu naturellement. D'accord. Je pense que plus on est fin et justement plus on a un foil qui va être glissant, plus on va être sur quelque chose de techniquement voilà, assez poussif. Mm. Donc là, il faudra un réglage qui soit encore plus fin. Théoriquement, je pense que j'aurais dû avancer un petit peu mon foil, j'aurais dû retrouver un réglage que j'ai pas d'habitude, là où moi j'ai plus l'habitude de naviguer sur du plug and play. Donc oui, effectivement, plus le stab va être épais, plus il va pardonner de choses. Et Ouais. donc, plus le stab est gros, je pense, plus on peut être mal placé dans la platine. Et c'est pas grave, ça va quand même pouvoir naviguer. Là où au contraire, quand on commence à descendre sur du HA 38 un peu fin ou justement le UG 41, Mhm. là, on va devoir un petit peu plus régler, peut-être parfois caler, justement pour retrouver ces sensations-là. Moi, j'ai mis un Silk 152 sur mon Enduro 1100. Quelle influence le Silk peut donner à ce setup? Le Silk Là où je 1100. trouve hyper intéressant ce setup-là, c'est sur la partie mobilité, hein, tout simplement sur la vague. En gros, sur le HA38, 40 et 43, on va avoir un glide qui est bon, sauf Mhm. que l'enduro glide déjà bien naturellement. Donc ça fait un double setup qui glide. Donc très bien pour petite vague et du coup la glider assez longtemps. Ouais. Quand tu viens changer ton stab pour mettre le stab du silk qui est un peu plus joueur, tu as toujours ton aile avant qui glide beaucoup, mais par contre, tu la libères derrière. Donc, tu vas commencer à pouvoir retrouver les sensations proches du silk, pas les mêmes parce que le silk est un peu plus incisif, mais Mhm. tu vas commencer à retrouver un peu les mêmes sensations et du coup être un petit peu plus mobile sur la vague. Et donc, l'assemblement des deux marche vachement bien. Je sais qu'en surfoil, Enduro 700 et 142, c'est un setup qui marche parfaitement, parfaitement bien. 900 avec 152 et 1100 avec 152 marchent aussi très très bien parce que tu as la mobilité, mais tu as ton aile avant qui glide vachement bien. Mm. Et du coup, par rapport au Silk, le Silk, lui, tu le places dans quelle catégorie? Nose up, nose down ou Je pense qu'il était un petit peu nose down aussi. D'accord, Euh, Après, sur l'eau, enfin, ça se ressent un petit peu moins, j'ai l'impression, que sur l'enduro. Mais d'accord. après, comme je te dis, moi, je navigue avec un foil différent à chaque session. Donc, c'est probablement le bonhomme qui s'adapte plus et j'ai peut-être pas le temps de me rendre compte vraiment de qu'est-ce qui se passe. Mais si sur l'enduro, je l'ai senti, ça c'est sûr.
Mmh. Sur le site, peut-être naturellement, il doit l'être forcément un petit peu, j'imagine, mais je l'ai moins ressenti en tout cas, quoi. On va parler des gammes de planches AFS. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on va mettre un angle sur une planche au niveau de la carène, par exemple? Ce qu'on a remarqué, c'est que par exemple, pour le downwind, je vais prendre l'exemple parfait du downwind, puisque c'est là où les planches sont les plus anguleuses en ce moment, donc la Blackbird V3. Pour pallier justement au roulis, on pouvait plus faire des planches toutes rondes parce que on essaye de faire des planches longues et de les affiner au maximum pour qu'elles partent rapidement dans les vagues. Sauf que quand le clapot vient un peu de côté ou quand justement la mer est déformée, si tu as une planche ronde, tu vas avoir un effet de tangage comme sur un bateau, tu vas avoir quasiment le mal de mer tellement la planche va bouger. Le fait d'avoir des angles carrés, ça va pouvoir cranter, ça va servir un petit peu comme le foil crante en fait en réalité dans l'eau naturellement, ça va donner une deuxième partie de crantage donc de la planche et donc tu vas pouvoir justement cranter ta planche dans l'eau, donc la bloquer un petit peu pour justement t'en servir d'appui sur la partie de décollage aussi, c'est là que c'est intéressant, c'est que du coup tu vas appuyer sur ta planche mais en plus tu vas appuyer sur ton mât pour la partie décollage, donc ça fait un double appui et c'est là du coup que c'est vraiment intéressant, c'est pour pouvoir avoir une planche qui bouge moins en roulis et que tu peux plus cranter dans l'eau pour décoller un petit peu plus rapidement. Et un angle sur le boîtier, du coup, tu dirais que ça peut servir à quoi? Enfin, Après, nous, on a mis des angles sur le boîtier. C'est pour que la platine rentre en général dans la planche. Je ne sais pas si tu vois sur la Blackbird comment c'est, mais en gros, l'écoulement des flux d'eau va ouais, passer au-dessus de la platine. Donc, du coup, la partie un petit peu épaisse de la platine ne va pas freiner du coup notre planche ouais. et on va avoir justement cet écoulement d'eau naturel. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a fait ça sur la Blackbird V3, on a fait ça sur la Fire V2 et sur la Fire Pro. Donc, que l'eau vraiment vienne écouler la platine. Et après, ça te permet aussi de réajuster les planches de downwind. Bon, on leur a donné une forme qui est un petit peu bananée, mais justement pour pas que, par exemple, quand tu l'utilises avec un enduro, les deux soient nose down, tu régules un petit peu ton assiette justement pour éviter ce phénomène-là. Alors après, ce qui est hyper cool sur la Blackbird V3, c'est qu'on lui a remis aussi ce qu'on appelle le cul, qui remonte du coup sur le dessus. Pourquoi? C'est pour, en fait, quand tu as ta vague qui est rattrapante, qu'elle vienne pas toucher justement la queue de ta planche pour pas te déstabiliser. Donc du coup, on a relevé la carène derrière le foil. Donc tu as une planche qui fait ça, après qui est assez plate et qui revient un petit peu en l'air. Donc elle a une forme qui est ultra atypique cette planche et qui est vraiment très belle à voir, quoi. Ouais, c'est pour ajouter de la douceur sur la descente de vague, en fait. Ouais, exactement, sur la douceur. Enfin, quand tu descends une vague, si tu as un mouton, par exemple, au-dessus de ta vague qui vient te déséquilibrer, tu vas tomber. Là, il y a une chance pour que ta planche passe un petit peu au-dessus, quoi. D'accord. Alors, c'est un truc que j'ai remarqué avec l'enduro, c'est que c'était un foil très bon dans les perturbations. Dans la Mm. mousse, etc., il est d'une stabilité. Il est vraiment plus stable que tout ce que j'ai testé avant, quoi. Ouais, exactement. En fait, l'avantage des foils désignés par Laurent, justement, le Silk a ça aussi, c'est que ça va moins saturer dans la mousse. Et pareil, à l'atterrissage, ça prend plus de temps à atterrir. Donc, tu as encore le temps par exemple, de reborder ta voile en wing ou de redonner tes coups de pagaie, parce que l'incidence de l'angle, vraiment, il va planer et descendre comme un avion, là où un foil droit, justement, dans les mousses, ça va créer une turbulence et ça va lâcher et il va tomber droit. Vous avez adopté un pont décaissé sur la plupart de vos designs. Est-ce que tu peux expliquer l'intérêt, en fait, d'avoir un pont comme ça, décaissé ou en forme de cuve? En gros, sur le pont, là, ça vient encore une fois rejoindre aussi ce qu'on a fait au niveau de la platine sur les Pro et les Fire. Hmm, On essaye d'avoir le corps le plus proche du foil, d'accord. surtout au niveau de la jambe arrière. Donc, à ce niveau-là, par exemple, sur les planches, voilà, on va dire haut de gamme, je crois qu'on est réussi être sur du quasiment 8 cm, je crois, entre ton pied arrière et ton foil, sur certaines planches, donc en épaisseur, c'est très très peu. Ça va te permettre un meilleur temps de réactivité. Donc, du Hmm, coup, si tu as moins d'épaisseur sur ton pied arrière, par exemple, quand tu es justement avec des foils comme les styles qui sont très très hargneux, direct, ça va renvoyer directement au foil et donc te permettre d'être encore plus incisif sur cette partie-là et d'abaisser aussi le centre de gravité. C'est hmm. important du coup, encore une fois, quand tu planes pas, d'être le plus proche possible de l'eau pour encore une fois que la planche elle vienne pas faire l'effet de roulis.
Moins d'inertie, quoi, en fait. Moins d'inertie, plus de connexion, plus de rapidité, pas de décalage dans les mouvements. Ouais, tu dois être collé à l'eau, mais tu dois aussi être collé à ton foil. Donc les deux fonctionnent, mais c'est surtout sur la partie foil où c'est intéressant. C'est que temps de réactivité, en gros, la matière qui est en dessous met du temps à réagir. Et là, tout simplement, moins t'en as, moins ça met de temps à réagir. Alors là, on va parler des innovations et des nouveautés. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le boom clip sur la Wing Delight? Ouais, donc le boom clip, à la différence du boom qui est sur la Daimon, donc un boom qu'on a vissé, là, ce qu'on a recherché, c'était vraiment la simplicité. Donc je m'explique. En gros, le clip-on, c'est très simple. On peut vraiment l'enlever et le mettre sans outil. Donc à mettre, c'est vraiment un jeu d'enfant, ça prend quelques secondes. Et après, il faut juste le déclipser. Donc quand tu as fini ta session. Là où on trouvait le côté vraiment pratique, c'est que une fois que ton aile est dégonflée, elle est microscopique. Si tu l'as bien roulée, que tu as vidé toute l'air, etc., elle est vraiment toute petite. Donc là, au jour où les gens commencent à faire, tu vois, la pratique du deflate, par Ouais. exemple en stand-up, etc., quand on a commencé à voir que les gens mettaient leur voile dans des sacs étanches, là, c'est typiquement parfait pour faire ça. Tu as une aile qui va être microscopique parce que tu as juste les attaches qui sont en dur. Donc, du coup, tu peux la rouler vraiment au plus petit possible. Surtout, ce qui nous intéressait, nous, c'est d'avoir un seul wish pour toutes les tailles de voile. Mm. Donc, par exemple, c'est cool, par exemple, quand tu fais un test, que tu dois essayer toutes les voiles dans l'après-midi, et ben de 3 à 6 mètres, tu as le même wish. Donc, tu viens dégonfler ton boudin central, hop, tu déclipses ton wish, tu le mets sur une autre voile, tu es reparti à l'eau, donc ça prend que quelques minutes, voire secondes. Donc, vraiment très pratique de ce côté-là. On compte rester justement sur le clip-on pour éventuellement les modèles futurs pour justement cette simplicité de pouvoir avoir un seul wish et de pouvoir même jongler peut-être entre les modèles, donc de la Daylight à une aile qui viendra plus tard, quoi. Idéalement, ça serait d'acheter juste un boom et de pouvoir l'utiliser sur les ailes suivantes, quoi. Ouais, exactement. C'est ce qu'on aimerait faire c'est ce qu'on devrait pouvoir réussir à faire très prochainement. Très bien. Est-ce que vous avez prévu des nouvelles planches de Surfoil? Ouais, ouais, c'est dans les papiers. On a prévu la remplaçante de la chyprie depuis un moment déjà. On a fait beaucoup de tests, etc. On n'a pas de date de sortie à communiquer, mais on a déjà bossé dessus sur voilà, la révision des matériaux, révision des tailles, et après éventuellement un deuxième modèle qui viendra aussi par la suite d'appareil sur un effet de mode où on commence à travailler un petit peu dessus et voilà, pas de spoiler, mais on bosse déjà sur le futur, quoi. D'accord. Est-ce que vous envisagez de sortir une Parawing? La Parawing, justement, ça a été un gros sujet à un moment. On y a beaucoup réfléchi, mais au moment où on a failli se lancer, on a vu que le marché partait vraiment un petit peu dans tous les sens. Mhm. On a vu de la V2 arriver au bout de 2-3 mois sur certaines marques. On a chez F1 un modèle qui est très particulier. On a des Parawing qui remontent très bien au prêt. On a de la BRM qui remonte pas du tout au prêt, mais qui est très facile à ranger, très pratique à ranger. Ça part un peu dans tous les sens. De notre côté, si on veut y aller, on veut que ça soit un marché un petit peu sûr. On veut pas se planter, quoi. Donc, on n'est pas une marque de kite, donc on n'a pas vraiment l'expérience, on va dire, pour être légitime là-dessus. Donc, on veut avoir un produit qui soit fiable, mais qui soit surtout vendeur pour la suite, quoi. Donc tu me citais des caractéristiques différentes chez les concurrents. Est-ce que tu penses que si jamais vous faites une Parawing, elle va regrouper toutes les caractéristiques pour être à peu près polyvalente ou Ouais. Ouais, Ouais, je pense quand même que bah, nous, dans notre idéal, comme on est une marque de wing et qu'on reste quand même assez fidèle à ça, je pense que notre wing devrait quand même caper relativement correctement ouais. parce que nos utilisateurs vont être soit sur de la mid-lane, soit des trucs comme ça. Mhm. Donc, éventuellement, de faire du freeride en para-wing, c'est clairement pas exclu. Donc, ouais, on serait plus sur de la polyvalence, même si c'est vrai que certains modèles sont intéressants sur leur côté pratique en downwind. On va travailler là-dessus avec ouais, le tuteur, encore une fois, qui est le gros spécialiste pour nous aider sur le sujet. Tu peux expliquer les modèles de wing que vous avez actuellement? Quelle est votre gamme de wing?
Du coup, en ce moment, nous, on a toujours été assez simple au niveau des wings, on essaie de pas trop se disperser. On a deux wings, tout simplement, la Daylight et la Diamond. Qu'est-ce Mhm. qui va les différencier? C'est assez simple. La Daylight, un produit pas très cher, quand même hyper raisonnable en termes de tarifs, simple, avec du coup un tissu, on va dire, relativement classique. Là, l'idée, c'est d'avoir une voile qui est un petit peu freeride, hyper polyvalente, qui est très bonne dans les vagues. En freestyle, bah, elle est vice-championne du monde de freestyle, donc elle fonctionne aussi plutôt pas mal, j'ai l'impression, Mhm. surtout avec le boom. Donc du coup, voilà, une aile très 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 simple pour, allez, on va dire 80% du marché, hein, tout simplement une aile un peu facile. Et après, du coup, on a la Daimon. La Daimon, elle va plus se classer sur le côté un petit peu free race. On utilise justement un tissu qui va être plus épais. On utilise du Dynéma devant pour pouvoir gonfler le bord d'attaque un peu plus raide. En gros, on a une voile qui va être bien plus posée. Quand on la met devant, elle bouge pas, même si t'as pas de bout de harnais. La voile, elle vient se caler un petit peu naturellement devant. Les surventes, ça se passe bien, ça bouge pas, comme le spi est bien rigide. Voilà, on est sur deux produits qui sont littéralement à l'opposé, mais qui viennent parfaitement se compléter. On va essayer peut-être prochainement de venir intercaler une pile poil entre les deux, toujours sur la partie accessibilité, le 80% du marché, hein, le freeride, mais justement avec peut-être des matériaux qui sont un petit peu plus haut de gamme. Et ça se fera très prochainement. Vous serez très vite au courant. D'accord. Et quand tu parles de free race, tu peux expliquer aux viewers ce que c'est exactement le free race? Le freeride, ça va être les personnes qui vont peut-être participer voilà, récemment, par exemple, au défi Wing, des choses comme Ouais. ça. On n'est pas sur de la caisson, mais on est sur des performances qui sont vachement correctes, on va dire. Mais c'est surtout sur cette stabilité qui va être intéressante. Après, ça ne veut pas dire qu'elle marche pas dans les vagues, hein. Dans les vagues, elle reste cohérente, elle est largement viable sur ça. C'est sur sa maniabilité, elle est un petit peu plus lourde, donc elle peut sembler un petit peu plus camion, on va dire, que la Daylight, qui va être un petit jouet dans les mains, surtout sur la partie virement de bord, etc. C'est une question d'habitude, hein, c'est un petit coup de main à prendre. Mais ouais, on a un truc, bon, on a une aile qui est, de par ses caractéristiques et ses constructions, un tout petit peu plus lourde, mais par contre qui est bien stable, avec une plage bats peut-être un tout petit peu un petit peu moins bonne qu'une Daylight, qui a un creux avancé. Là, on a une voile qui est relativement plate. Bon, on peut un petit peu jouer sur la partie au niveau du gonflage du bord d'attaque pour justement pallier à ça. Si le vent descend complètement, on peut enlever un peu d'air et la pomper correctement. C'est l'avantage du Dynéma aussi, c'est qu'en faisant ça, on va pas déformer la voile parce que c'est une matière qui est rigide. Donc de toute façon, même si on est sous-gonflé, la voile va pas s'abîmer plus vite que de raison, chose que sur une autre voile avec des tissus classiques, ça, c'est fortement déconseillé. D'accord. Donc la Diamond V2, vous avez intégré une partie en Dynéma sur le bord d'attaque, c'est... Ouais, exactement, sur le bord d'attaque. Ce qui est cool aussi, c'est que tu as donc poignée rigide au choix ou wishbone. D'accord. Donc là, pareil, ça te laisse le choix. Elle est livrée donc avec les poignées rigides. Ouais. Et si après tu as envie de faire, voilà, si tu es un peu plus ancien planchiste ou des trucs comme ça et que tu as envie de retrouver un peu tes sensations, c'est vrai qu'en boom, ouais, elle est vachement proche d'une voile on va dire de slalom en windsurf, quoi. Elle est bien calée, c'est comme une voile à camber, quoi. Ça bouge pas et c'est vachement agréable à naviguer. Ok, très bien. Alors là, on va parler calage et réglage. Hmm. Selon toi, est-ce qu'il faut mieux caler sur la top plate ou caler sur le stabilisateur? Quels sont les cas où l'un ou l'autre est plus préférable? Pour moi, il vaut mieux caler à la top plate si tu as une grosse incidence à mettre. Je pense qu'au-delà d'un degré, là, il faut commencer à regarder évidemment sur la plate. Pourquoi? Parce que quand tu vas mettre beaucoup de petites cales sous ton stabilisateur, au bout d'un moment, bah, il va y avoir de l'épaisseur, hein, tout simplement, qui va se créer. Et du coup, au niveau de l'hydrodynamisme, je pense qu'il y a moyen, tu sens un petit peu plus le frottement justement sur l'arrière de ton foil. Ça peut créer voilà, des petites perturbations, même voilà, jusqu'à des bulles d'air. Donc, pour moi, ouais, il vaut mieux, si tu as des gros calages à faire, caler à la platine.
pour réajuster de toute façon. Par exemple, si tu as une planche et un foil de deux marques différentes, c'est assez commun justement de caler la platine. Mhm. Après, si c'est vraiment à la sensation près où tu dis il me manque juste un tout petit peu, j'ai pas envie de bouger ma platine, là oui, tu peux mettre un 0,25 sous ton stab, devant, derrière, pour recaler un petit peu le truc et là te retrouver sur des sensations qui sont agréables. Tu penses qu'il faut privilégier une planche adaptée plutôt qu'un calage? Quels sont les cas d'utilisation où un utilisateur va se diriger vers un calage ou une planche où il est sûr que ça fonctionne? Mais après, ça, c'est forcément une question de budget. En gros, il peut y avoir vraiment des marques qui sont tout à fait opposées. Comme je l'expliquais auparavant, enfin, on va essayer justement de faire les planches avec nos foils. Évidemment, Mhm. AFS, on développe nos planches avec nos foils dessus. Donc, évidemment, les deux vont parfaitement de pair. Quand on est sur deux marques différentes, là, oui, ça va être compliqué. Souvent, il va y avoir justement des calages à faire. Donc, si tu avais déjà la planche avant et que tu achètes un nouveau foil et que tu sens qu'il y a voilà, des choses qui vont pas, là, oui, il va falloir faire du calage, évidemment. Donc, à la platine, comme je disais, si c'est des gros calages, je trouve qu'une fois en l'air, en incidence, ça va, c'est pas trop gênant si tu as une bonne cale bien rigide. Je sais que par exemple, à P3D Custom, ils font ça, ils font des très belles cales bien qualitatives. Donc nous, on travaille même avec eux de temps en temps si les gens ont besoin de cales. Après, effectivement, il y a justement des foils où il va y avoir un degré justement naturel. Par exemple, sur notre UHM 95, tu la mets avec une planche de downwind, là, il n'y aura pas de match, quoi. Ça va pas marcher, tout simplement. Le foil va mettre vraiment du temps à décoller. Tu auras des sensations qui vont être un petit peu bizarres. Euh, Là, c'est toujours, il faut adapter vraiment la planche enfin, si tu peux, par rapport à ton matériel, le plus possible dans les cas effectivement où c'est faisable. Mais après, par souci d'économie, oui, souvent ça va être la platine que tu vas régler. UHM 95, c'est un... Le mât UHM 95, c'est notre mât de race. D'accord, Du coup, là, il est calé déjà à 2 degrés d'angle directement. d'accord. Il va de pair avec le pur 560. Mhm. Le pur 560, il faut savoir qu'il a un fuselage qui est un petit peu plus long que les autres purs. Donc du coup, les deux matchent parfaitement bien. Parfois, quand tu descends sur le 700 avec le 95, c'est bien, hein, une fois que tu es en l'air, ça tartine, etc. Mais au décollage, ça peut voilà, avoir des sensations un petit peu bizarres. Par contre, une fois que tu es lancé, ça régale, quoi. Ça glisse tout seul. La planche, elle est contre-gîte pas mal et ça bombarde plutôt bien, quoi. Donc c'est agréable. Moi, j'ai fait le défi avec ce mât-là. C'était vraiment cool. D'accord, donc ouais, vraiment spécialisé pour la race, quoi. Ouais, tu dois changer ton réglage aussi. Par exemple, à la platine, moi, j'étais tout derrière, Ah oui. alors que d'habitude, je suis au milieu ou au milieu devant. Là, j'étais tout derrière en butée et c'était encore pas assez, quoi. Donc là, Mm. justement, ça peut avoir des besoins justement de caler. Si t'es un mec qui navigue sans cale et plutôt avancé, quand tu te retrouves sur ce genre de mât, ouais, là, il peut y avoir des effets justement à caler parce que Mm. t'as vraiment plus le choix, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, Romain, merci pour cette interview. Avec plaisir. Et puis, bah, on se tient au courant pour si on en fait une prochaine ou quoi. Ouais, ouais, carrément, avec grand plaisir. N'hésite pas. Voilà les amis, c'est la fin de cet entretien. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Et ça sera l'occasion de faire une prochaine vidéo avec Romain ou un autre membre de l'équipe AFS.